Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Merci de redémarrer la semaine en notre compagnie. Dans l'actualité de ce 13 janvier, les Montalbanais devraient enfin avoir du courrier dans leur boîte aux lettres dès demain matin. La grève des facteurs aurait trouvé une issue favorable. Direction et syndicats se seraient mis d'accord sur certaines revendications. Consommer différemment en partageant, voilà la tendance du moment pour dire stop à la société de consommation et à la crise. C'est l'objet de notre feuilleton de la semaine consacré à cette nouvelle économie, celle du partage. Ce midi, nous verrons qu'Internet en est un outil indispensable. Paul-Henri Delerue, victime d'une grave chute lors d'une manche de la Coupe du Monde de Border Cross hier en Andorre. Le sportif a été héliporté au service neurologique de Purpan. Il est sorti du coma ce matin. Plus de précisions dans notre page des sports avec Karine Deroche. Mais avant cela, l'année 2013, l'année de tous les records pour Airbus. Ce matin, l'avionneur présentait son bilan commercial. En 2013, le groupe européen s'est imposé devant son rival Boeing et mieux, a réalisé les meilleurs contrats de toute l'histoire de l'aéronautique. Bruno Frediani, vous êtes en direct du siège d'Airbus à Blagnac, du jamais vu donc ce matin. Oui, absolument. La conférence de presse est actuellement en cours. Fabrice Brégier répond toujours aux questions des journalistes. Fabrice Brégier, le PDG d'Airbus, qui arborait, vous l'imaginez, un large sourire, car il avait en effet dans sa besace de très bonnes nouvelles avec 1503 commandes nettes. Eh bien, c'est tout simplement la meilleure performance commerciale de tous les temps de l'histoire de l'aéronautique. 626 appareils livrés. C'est en revanche légèrement moins bien que son rival éternel Boeing, qui a lui livré en 2013 648 appareils. Bruno, quelles conséquences ce midi pour la cadence de production ? Eh bien, autre bonne nouvelle pour les salariés d'Airbus, la cadence de production devrait augmenter, a annoncé Fabrice Brégier, sur les moyens courriers, sur l'avion Star de la gamme, l'A320 Neo. La cadence est actuellement de 42 avions par mois. Fabrice Brégier n'a pas précisé dans quelle proportion cela augmenterait, mais rappelons que 8 ans de production sont d'ores et déjà assurés par le carnet de commandes, le PDG d'Airbus, qui a conclu son intervention en se félicitant de l'excellente image dont bénéficie de la marque phare Airbus, puisque vous le savez, EADS deviendra Airbus Group et la pierre inaugurale à Toulouse sera demain posée par son président Tom Enders. Merci beaucoup Bruno Frediani en direct du siège d'Airbus à Blagnac. Merci. Après un mois de grève, les postiers de Montauban devraient reprendre le travail demain matin. Ils dénonçaient des suppressions de tournées et une surcharge de travail. Enlisés dans ce conflit, direction et syndicats auraient donc trouvé un terrain d'entente. Le point avec Michel Pêche. Le nœud du problème est défait depuis vendredi soir. C'est la CGT qui s'exprime ainsi après 4 semaines de conflit. Selon le syndicat, après les négociations avec la direction, les grévistes auraient obtenu la création de 4 emplois et le maintien de 46 tournées de facteurs au lieu de 42. La direction en rajoute même en précisant qu'en plus de ces 4 emplois supplémentaires, elle souhaite mettre en place une commission de suivi consultative avec des cadres, des facteurs, les syndicats, mais aussi avec un expert extérieur, une sorte d'arbitre indépendant des parties. En fait, ce qui avait déclenché le conflit, c'était le désir de la direction de réorganiser les tournées postales sur la ville de Montauban. Des tournées qui étaient passées de 50 à 42. Les facteurs n'arrivaient plus à faire leur travail dans le temps imparti et c'était d'autant plus préjudiciable que les heures supplémentaires ne devaient pas être comptabilisées. Les négociations ont abouti à un accord sur un chiffre médian, 46 tournées. Les emplois, les 4 emplois supplémentaires devraient être comblés par des transformations de CDD en CDI et le recrutement de contrats d'apprentissage et de contrats d'avenir. La clinique privée Ambroise Paré de Toulouse s'attire les foudres d'usagers. Le collectif interassociatif sur la santé en Midi-Pyrénées a manifesté ce matin devant l'établissement pour dénoncer la mise en place d'un forfait de 9 € proposé à tous ses patients. Une somme qui comprend des démarches administratives gratuites normalement. Et puis on l'a appris en fin de matinée, un détenu de la prison de Saint-Sulpice dans le Tarn s'est suicidé. La gendarmerie de Gaillac est actuellement sur place pour élucider les circonstances de sa mort.
Pierre Cohen serait vainqueur dans tous les cas de figure au second tour des municipales de Toulouse. Un nouveau sondage à paraître aujourd'hui donne donc l'actuel maire PS gagnant devant le candidat UMP Pierre Moudinque. Les explications de Juliette Meurin et Denis Mardinquer. C'est une confortable avance pour le maire de Toulouse. Le sondage BVA donne Pierre Cohen vainqueur au second tour des élections municipales avec 56% des voix, soit 12 points de plus que son principal adversaire Jean-Luc Moudinque. D'abord un certain plaisir à voir que à l'instant T d'aujourd'hui, une majorité des Toulousains donne une adhésion positive à notre bilan et à ce que nous avons mis en place pendant les 6 ans. Mais un sondage 2 mois avant n'est pas à l'élection et donc il est important de rentrer en campagne, c'est ce que je vais faire ce mois-ci. Le maire de Toulouse veut rester prudent et prend son temps pour cette campagne. Contrairement à son adversaire, il n'a pas encore dévoilé sa liste. Jean-Luc Moudinque, lui, est prêt depuis longtemps et il est lui aussi satisfait de ce sondage qui le place en tête des intentions de vote au premier tour. Je suis en tête au premier tour, c'est quand même quelque chose de très très rare. Dans pratiquement aucune grande ville, le maire sortant n'est distancé par son challenger, surtout lorsqu'il porte l'étiquette de la tendance de la ville. Je rappelle que François Hollande a fait 63% ici il y a 2 ans, donc c'est encourageant. Sur le second tour, ma position elle est très simple. Ça ne sert à rien, enfin à mon avis, ça n'a pas de signification que de poser des questions d'intention de vote de second tour tant que le premier tour n'a pas lieu. À un peu plus de 2 mois des élections municipales, la campagne reste encore très calme à Toulouse. Le maire sortant tente d'imposer son rythme. Jusqu'à présent, il a toujours refusé le débat direct avec son adversaire. Le feuilleton de la semaine s'intéresse à l'économie du partage, une autre façon de consommer, mais aussi de travailler, de voyager et même de créer du lien social. Les initiatives se multiplient depuis quelques années un peu partout en France. Et près de Toulouse, une jeune chef d'entreprise a lancé un site internet de location d'objets entre particuliers. C'est la première étape de notre série. Elle est signée Emmanuel Watt et Frédéric Dess. Cet animal bondissant est l'une des curiosités du site internet. Plusieurs moutons sont offerts à la location pour tondre les pelouses. C'est l'une des 700 annonces disponibles sur la plateforme de partage créée par Céline Laporte. Cette ancienne attachée commerciale dans l'aéronautique fait partie des pionnières de l'économie collaborative, un secteur en plein décollage. La mutualisation est le credo de cette jeune femme d'entreprise. Le principe est simple, à quoi bon acheter des objets que l'on utilise peu souvent ? Sur la plateforme, on a une personne qui loue une remorque régulièrement parce qu'il part en vacances avec ses petites filles et il habite un appartement, donc il n'a pas la possibilité de stocker une remorque. Mais par contre, il a découvert sur la plateforme la remorque et il a rencontré une personne. Donc au départ, c'était une location. Maintenant, ça se fait gratuitement. Ils se contactent toujours par la plateforme pour dire bon mais je te l'emprunte tel week-end et voilà, ils ont fait un petit lien autour d'un objet. Bonjour. Bonjour, Yvan. Nicolas. C'est vous pour la... Le système de location est basé sur la proximité. Il faut que les deux protagonistes habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre. Le tarif est fixé par le loueur. Une bonne dose de confiance est également requise. En temps de crise, le développement de l'économie du partage est un pied de nez à la société de consommation. 20 € pour 15 jours, alors que j'aurais dû dépenser peut-être 200 €, même voire plus, pour avoir un objet qui dort dans mon garage le reste du temps. Oui, effectivement, j'ai fait une bonne économie et puis une bonne rencontre aussi. En plus du porte-vélo, Yvan Forêt a mis en location une vingtaine d'objets sur le site de sa voisine de bureau. Ce formateur en aéronautique loue ses locaux professionnels avec Céline Laporte, histoire de pousser la logique du partage jusqu'au bout. Il y a quand même aussi un aspect écologique. Quand on valorise vraiment cet usage, c'est pour utiliser la même ressource et qui servira à d'autres. Pareil pour le covoiturage. Quel est l'intérêt d'avoir une centaine de véhicules qui vont tous dans la même direction et qui ont tous le même point de chute? Pour se rémunérer, Céline Laporte prélève 10% sur chaque transaction effectuée. Le site Tipkin n'est pas encore rentable, mais gagne chaque jour de nouveaux adeptes. Et demain, nous ferons connaissance avec Réseau Pouce, un nouveau système de transport inspiré de l'autostop mis au point dans le Tarn-et-Garonne.
On passe maintenant aux actualités sportives du week-end avec Karine Deroche. Bonjour Karine, et on commence par cette terrible chute en snowboard de Paul-Henri Delerue. Oui, tout à fait, il est tombé violemment dans les 20 premiers mètres de la dernière manche de Coupe du Monde qui se disputait donc en Andorre. Il a été transféré en hélicoptère d'abord sur l'hôpital Andorran, puis à Purpan à Toulouse. Son état a été jugé sérieux, mais les nouvelles sont rassurantes ce matin. Explication Amélie Poisson. Paul-Henri Delerue est hospitalisé aux soins intensifs de Purpan. Il est sorti ce matin du coma dans lequel les médecins de l'hôpital l'avaient plongé suite à sa lourde chute. Sur ces images, hier, en quart de finale de la Coupe du Monde de snowboard cross en Andorre, les planches du Français et de l'Italien se touchent. Paul-Henri Delerue décolle et retombe violemment sur le dos. Il a tapé la tête, il a tapé visiblement le haut du corps. Voilà, il s'est écrasé depuis, allez, on va dire 4 mètres de haut jusqu'au sol avec très peu de vitesse horizontale. Donc un choc relativement violent, oui. Victime d'un traumatisme crânien et très agité, il est héliporté d'abord vers l'hôpital d'Andorre, puis à Toulouse. Aujourd'hui, sa participation au JO de Sotchi est compromise. J'envisage ces JO en ayant déjà perdu 2 leaders, donc écoutez, j'envisage déjà beaucoup moins sereinement. Alors malgré tout, j'ai encore la chance d'avoir quelques bons athlètes derrière. On va y croire encore. Cependant, c'est vrai que je suis amputé en tout cas pour l'instant, de 2 de mes meilleurs qui sont blessés, en attendant les personnes de Pierre Voltier et de Polo Delerue. Donc c'était pas la configuration idéale pour aller chercher des médailles. Ce matin, les coéquipiers de Paul-Henri Delerue sont encore très marqués par cet accident. La famille du snowboarder est à ses côtés. Et bien sûr, on prendra des nouvelles de l'état de santé de Polo dans notre édition de ce soir. En rugby, l'horizon européen s'ouvre pour les Toulousains. Comme Clermont, comme Toulon, et bien Toulouse disputera bien les quarts de finale de la H-Cup en avril prochain. Le Stade Toulousain est déjà assuré de figurer au pire parmi les 2 meilleurs deuxièmes de groupe. Victoire 21-11 contre les Saracens hier. Et quelle victoire! Victoire avec la manière. Frédéric Fraisse. Pour ce 8e de finale qui ne disait pas son nom, les Rouges et Noirs ont joué à la toulousaine, avec élégance et sous pression. Et ce n'est pas un essai encaissé dès la 8e minute qui aurait pu calmer leur envie de jeu et de victoire hier. Immédiatement après, ils repartent à l'offensive, sans pouvoir franchir la ligne, mais en offrant des pénalités à un Jean-Marc Doussin en état de grâce. C'est lui qui inscrira tous les points de son équipe. Au terme de cette première mi-temps à couteau tiré, Toulouse est devant 12-8. 4 points d'écart et presque autant de regrets. On a eu 2-3 occasions franches en première mi-temps où on aurait pu scorer et marquer un essai. On s'est un peu précipité, c'est dommage, ça nous aurait permis de décrocher plus rapidement et du coup ils sont restés dans le match et on a réussi à décrocher en seconde mi-temps, mais ça a été très difficile. Les Saracens ne capitulent pas, c'est vrai, mais les Toulousains prennent le dessus physiquement et à la qualité du jeu collectif vient s'ajouter des éclairs de génie individuels. Aussi Gir par exemple, stoppé à 5 mètres. La défense de fer des Anglais empêche Toulouse d'inscrire le moindre essai, mais Jean-Marc Doussin creuse l'écart, une pénalité après l'autre. Sérieux, appliqué et transcendé par l'enjeu, les Rouges et Noirs l'emportent finalement 21-11. Tous les mecs qui sont dans cette équipe sont des joueurs qui s'entraînent quotidiennement pour être performants, qui font énormément de concessions dans leur vie et ces moments-là sont des matchs que l'on joue rarement dans une carrière. Et en tout cas, on ne peut pas dire, mais je pense que c'est beau à voir, en tout cas pour nous ça l'est. Pour la manière, Toulouse prive les Saracens du bonus défensif et tentera de s'offrir en Italie un quart de finale à domicile. Et en football, Karine, pour le derby de la Garonne, c'est Toulouse qui s'est imposé. 1-0 à Bordeaux. C'est un petit exploit, puisque Bordeaux était quand même 5e au classement avant ce match. Il n'avait plus perdu depuis le 10 novembre dernier. But de l'international danois Martin Braithwaite. C'est son 6e but, ce qui fait de lui le meilleur buteur des Violets cette saison. Et anecdote, sur ces 6 buts, 5 ont été marqués en déplacement et tous en seconde mi-temps. Cette victoire remet donc Toulouse dans une très bonne dynamique avant de recevoir Monaco le second et ce sera dimanche 17h.
En handball, ça y est, la France entre en jeu ce soir avec nos régionaux. Et le sélectionneur toulousain Claude Onesta a convoqué 15 joueurs pour la Russie ce soir. Ce sera sans Valentin Porte et avec Jérôme Fernandez. L'ailier droit toulousain souffre, Valentin, d'un gros hématome au fessier suite à la douleur ressentie lors de la rencontre de préparation, vous voyez, contre la Norvège la semaine dernière. Et son forfait a donc accéléré le retour de son coéquipier Jérôme Fernandez, qui lui se remet tout juste de sa blessure à la main. Le capitaine des Bleus évolue habituellement au poste d'arrière gauche. Et bien ce soir, il devrait prendre la place de Valentin à droite. Et Toulouse, justement, qui peut se féliciter de la présence de 2 joueurs clés avec les experts. Le club a connu un très bon début de saison. C'est dû certainement à son président Philippe Dallard. Karine, justement, vous l'avez rencontré avec Jean-Pierre Jose. On regarde. Il est joyeux, Philippe Dallard, et il peut. Le Phénix, à cette date, invaincu à domicile, une première dans l'histoire du club. Le Phénix Toulouse Handball, 4e club français à la trêve. En un an seulement, le club a changé de dimension. Moi je vais vite, c'est mon mode de fonctionnement. Moi je ne suis pas un président salarié, moi j'ai une entreprise, 200 collaborateurs. Je fais ça par passion, par pulsion. C'est un jeune patron. À 43 ans, il est à la tête de l'entreprise familiale. Il a pris la suite de son père il n'y a pas tout à fait 10 ans. 3 concessions, à Muret, Saint-Gaudens et Montaudran. Le groupe Dallard, c'est aujourd'hui 100 millions de chiffre d'affaires. Mais Philippe a été aussi joueur de football amateur. Il a joué à Muret, Carbone, Tournefeuille. Ah très bien, mon torse. Ah, ça, le sport fait partie de ma vie, c'est mon ADN. Je suis très exigeant avec mes équipes, tant avec les joueurs qu'avec mes collaborateurs. Mais ce niveau d'exigence, je me l'impose d'abord à moi-même. Manager une équipe de sportifs professionnels qui sont d'abord par moments des joueurs étrangers, venant d'horizons différents, avec des histoires de vie différentes, avec des égos existants, voire surdimensionnés. Tout ça, effectivement, ça ne se manage pas comme mes collaborateurs quotidiens. À son arrivée en octobre 2012, le club est au bord de la faillite. Aujourd'hui, Philippe Dallard détient 72% des actions du club. Le Phénix est une filiale directe de son groupe. Il gère ce club comme une entreprise. Le passif est complètement couvert. Aujourd'hui, on sait tous que le trou réel était de 700 000 €. Donc c'est moi qui suis allé voir les banquiers personnellement et qui leur ai donné nos cautions personnelles et morales, mais aussi celles du groupe Dallard. Fin 2012, on avait un partenariat privé qui était à hauteur de 350 000 € annuels et on finira l'année à 900 000 €, ce qui est déjà triplé le nombre de partenaires, le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est plutôt saine. Ils vont jouer très vite, ils vont essayer de nous punir rapidement. Le président fait corps, même dans le vestiaire avec son équipe. Le public répond présent, plus 30% de fréquentation au Palais des Sports. Alors, il a encore d'autres idées, comme un concert de Zebda avant la réception de Chambéry au mois de février. Vibrer, rêver, Philippe Dallard espère pouvoir le prolonger. Merci beaucoup Karine et on vous retrouve ce soir dès 18h58 pour une édition spéciale en direct de l'Hôtel de Région pour la remise des trophées des sports et de notre trophée Marc Guillaume. Et c'est justement ce soir qu'on connaîtra le sportif de l'année 2013 que vous, téléspectateurs, avez élu. Une émission en direct aussi sur notre site internet. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Bon appétit, bonne journée.